C'est bon, vous voyez? Ouais. Parfait. J'ai. Oui, parfait. Hop! On se fait un petit tour de table pour se dire, ouais, peut-être au moins se dire pourquoi on est là et pourquoi vous avez poussé la porte de ce webinaire. Et on clôture le tour de table avec Noémie. Nicolas. Bonjour Nicolas, moi je suis basé à Nantes. Je suis membre du collectif et pourquoi je suis là? Parce que j'en ai parlé avec Léna, j'en ai parlé avec toi de ce projet et j'étais curieux de savoir ce que vous aviez mis en place avec Noémie sur les transitions. Surtout c'est un sujet, transition écologique, sur lequel moi j'interviens moins dernièrement et donc content d'y revenir. Voilà. Anastasia. Alors, de ma part, je ne fais pas partie du collectif, mais comme enfin, je vous ai rencontré l'année dernière parce que je me suis intéressée, vous avez un beau démarche, enfin, qui continue habitants partenaires. Mais ici, c'est sur la transition énergétique. Et en fait, comme l'année dernière, j'ai eu une mission chez Enedis autour de ça, plus de pédagogie qu'autre chose, mais ça reste quand même un centre d'intérêt et je veux bien suivre toutes les innovations sociales qui sont autour. Pierre. Alors, moi, Pierre, donc je suis consultant entre Montréal et Paris. Voilà. Et donc, si je fais le lien avec toute la partie transition, à la fois, je travaille pas mal sur les sujets de raison d'être, dans lesquels, à chaque fois, je suis consultant en stratégie management, donc j'accompagne des organisations de différentes sortes et qui, justement, voilà, qui considèrent de plus en plus, voilà, toute la partie, dans leur partie raison d'être, l'aspect de l'environnement et particulièrement CNP Assurance qui a fait un virage là-dessus. Et je me dis, dans le lien finalement, transition écologique, quel est le rôle de chacun pour le faire? Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Et voilà. Par contre, j'ai peu d'expérience dans cette notion-là, dans des collectivités, voilà, ni en France, ni au Québec. Donc, je suis très intéressé à mieux comprendre. Guillaume. Et oui, Guillaume, donc membre du Grand Est du collectif créatif des territoires, implanté à Strasbourg et aujourd'hui à Mulhouse. Euh, Pourquoi je m'y intéresse? Je suis tombé dedans il y a quelques années par le biais d'une méthode, les enjeux de transition environnementale. Et je me suis dit, tiens, ce n'est pas que des grands termes, parfois difficiles à comprendre, mais ça peut vraiment être opérationnel. Et donc, j'ai envie de savoir comment a été vécu ce projet. Trop bien. Noémie. Eh bien, Noémie Atec, chargée de participation à la transition énergétique au Conseil régional Centre-Val de Loire. Et donc, aujourd'hui, invitée pour vous présenter la méthode du projet Life Let's Go for Climate en termes d'appropriation citoyenne des enjeux de transition énergétique. Et donc Annabelle, donc moi je suis designer et architecte, cofondatrice du collectif avec Nicolas et Léna. Et on a participé à ce projet dans l'animation des ateliers. Mais ce n'est pas que ça, ce projet. Noémie va nous raconter juste après. Et donc le collectif, vous connaissez. Du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir accélérer ces transitions et de pouvoir le faire avec les usagers, avec les citoyens et ceux qui ont envie de changer les choses et de passer à l'action et du coup de fabriquer des communs pour pouvoir déjà prendre conscience et faire prendre conscience et aussi agir sur leur cadre de vie pour pouvoir relever les défis qui sont importants pour eux. Et du coup, il y a un volet projet, par exemple, de collaboration là, avec la région Centre-Val-de-Loire, et un volet communauté apprenante, par exemple, le webinaire qu'on est en train de faire. Et plein de clients sympas avec qui on aime travailler. Et du coup, c'était pas prévu, mais Noémie, est-ce que tu peux nous raconter, enfin, c'est rare qu'on ait des chargés de participation citoyenne dédiés à un sujet. Ouais, est-ce que tu peux déjà juste éclaircir, enfin, revenir sur ce point, enfin, ou combien vous êtes, ou sur quel sujet il y a des chargés de participation citoyenne à la région? En fait, on n'est pas beaucoup. Alors, on a une personne dédiée sur cette thématique-là. Mais c'est vrai, dans le cas de ce projet-là, étant donné que la participation citoyenne est au cœur du projet Life Let's Go for Climate,
il y a un poste qui s'est créé sur cette thématique-là. Mais Ok. honnêtement, même la nomination de ma fiche de poste, c'est en soi chargé de mission transition énergétique. D'accord. Mais c'est vrai que c'est assez rare de trouver chargé de participation citoyenne à la transition énergétique. Bah oui. Mais en même temps, bah, tout à l'heure, bah, Mais j'ai on pas a trop parlé, envie, c'est parlé vrai, du de projet. m'avancer sur la méthode là, en avance comme ça. Mais c'est vrai que oui, la raison de ce terme-là, c'est juste parce que c'est le cœur même du projet. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait du projet itinéraire, et du coup, ça fait sens aussi avec ça. Alors, pardon, tchouk. Donc, bah, enfin, déjà, tu vas nous raconter le projet Life Let's Go for Climate qui était dans le slide d'intro. Mais donc, du coup, la question, c'est l'enjeu, c'est de faire émerger des collectifs citoyens en faveur de la transition énergétique. Mais du coup, le projet, enfin, voilà, comment il se compose de quoi? Qu'est-ce que tu Mm, fais? mm. Alors, donc aujourd'hui, je voulais surtout vous raconter l'aventure du projet Life Let's Go for Climate, ou en français, c'est Osons la transition, qui est en fait une méthode d'appropriation citoyenne à la transition énergétique et qui vise à accélérer les politiques de transition énergétique en région Centre-Val de Loire et notamment par l'augmentation de la production d'énergie renouvelable et la réduction de consommation d'énergie de manière collective et individuelle. Et donc, en fait, c'est cette méthode qui a conduit à faire émerger des collectifs citoyens porteurs de projets, soit de production d'énergie renouvelable, soit de sobriété énergétique. Et donc, nous, pour cette méthode ou cette recette, en fait, on a utilisé 15 ingrédients, 15 étapes. Donc, ça peut être assez impressionnant comme ça, mais vous allez voir, ça va aller très, très vite. Et, et donc, c'est avec ces 15 étapes qu'on a réussi à faire émerger ces fameux collectifs. Donc, je vous propose de parcourir ces 15 ingrédients avec d'abord, en première étape, eh ben, constituer une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous sommes en 2021 et là, le Conseil régional Centre-Val de Loire s'entoure de plusieurs partenaires pour construire ce projet-là, dont l'ADEME, expert français en climat-énergie, l'association Énergie Partagée, qui est le réseau français de l'énergie citoyenne, Enedis et GRDF, principaux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, et Rescoop EU, qui est une fédération européenne citoyenne d'énergie renouvelable. Et puis, la première année d'expérimentation, on s'est aussi entouré de 6 territoires en région Centre-Val de Loire qui ont aidé à construire cette méthode et expérimenter cette méthode la première année sur leur territoire. Et donc, le projet a été officiellement lancé en 2022. Il a été répliqué 3 années de suite sur 3 lots de territoires. Et donc, pour les 2 autres années, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt au territoire de région Centre-Val de Loire. Donc, quand on dit territoire, ça peut être des métropoles, des communautés d'agglomération, des PETR, pays, des communautés de communes. Et donc, en tout, après une sélection, c'est la 3e étape, après sélection de ces territoires auprès d'un jury, on a eu 16 territoires en tout d'expérimentation. Donc, c'est bien tous les territoires que vous voyez en bleu là sur la carte. Pardon. Donc, une fois que les territoires ont été sélectionnés, 4e étape, on va créer du lien. Créer du lien avec un séminaire d'intégration où on invite les élus référents de projets de chaque territoire, les techniciens chargés de mission de chaque territoire et cette équipe pluridisciplinaire. On les regroupe sur un temps de convivialité pour présenter toute la méthodologie, le déroulé, le contenu, les attendus et le rôle des territoires et de chaque partenaire du projet. C'est vraiment, on lance la démarche sur les territoires d'expérimentation et ensuite on commence à réaliser un diagnostic de territoire. Donc là, on ne réinvente pas l'eau chaude. Concrètement, on fait une synthèse de ce qui existe déjà à partir notamment des plans climat ou autres textes, documents locaux de diagnostic. Et donc, on fait un diagnostic énergétique sur la consommation et la production du territoire
notamment en matière d'énergie renouvelable. Et c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir comme partenaires Enedis et GRDF qui peuvent nous fournir quand même des documents assez complets, des fiches d'identité avec des données précises pour chaque territoire. Là, pour le coup, c'est vraiment une plus-value. Et puis, pour ce diagnostic-là, on fait aussi une enquête qualitative auprès des habitants de chaque territoire. D'une part, pour connaître leur perception pour chaque énergie renouvelable, et d'une autre aussi pour connaître les actions de sobriété qu'ils mettent déjà en œuvre, qui sont prêts à mettre en œuvre, ou alors qui sont complètement bloqués ou ne souhaitent pas prêts à mettre en œuvre. Et donc, ce diagnostic, on en fait une synthèse communicante qui sera ensuite mise à disposition aux habitants. Après ce diagnostic, on propose 2 formations. Une première à destination du binôme élu-agent de chaque territoire et aussi aux têtes de réseau. Donc cette formation, elle forme plutôt aux grands enjeux de la transition énergétique. Elle sert surtout à faire prendre conscience au territoire de l'intérêt de créer des collectifs citoyens et en quoi ils ont une place importante dans le développement territorial et notamment l'accélération des politiques locales. La deuxième formation qu'on propose, elle est plus à destination des agents et des agents chargés de mission du territoire, référents du projet et citoyens volontaires. Et il s'agit d'une formation aux outils de méthode d'intelligence collective. Alors pourquoi on propose cette formation? C'est aussi pour faire monter en compétence le territoire, et notamment dans l'accompagnement de ces fameux collectifs qui auront émergé ensuite sur leur territoire. S'assurer qu'il y a un accompagnement aussi adapté. Et donc, une fois qu'on a fini ces formations-là, on se rapproche quand même du cœur du projet, qui est ces fameux cycles d'ateliers citoyens. Mais pour qu'il y ait des personnes à ces ateliers, il faut d'abord lancer une campagne de recrutement. Donc, campagne de recrutement qui dure quand même quelques mois. Et c'est là qu'on va utiliser tout un tas de moyens de communication, affiches, flyers, posts réseaux sociaux, newsletters, presse locale, applications locales type Panneau Pocket si ça vous parle. On s'adapte après aussi aux besoins, aux envies, priorités des territoires. Et on communique à la fois sur les ateliers citoyens, mais aussi sur l'événement de grand public, en fait, événement culturel qu'on propose juste avant les ateliers. Donc, c'est la 9e étape. Et en fait, il s'agit la première action grand public qu'on propose dans le cadre de cette méthode. Jusqu'à présent, on était surtout avec les élus, les chargés de mission, donc avec l'équipe du territoire. Et c'est là l'occasion où on entre, nous, l'équipe du projet LIFE, en contact avec les habitants. Donc, le principe de ce spectacle-là, c'est d'introduire le projet LIFE Let's Go for Climate, mais par une autre manière, une manière grand public, décontractée, où en fait, donc là, nous, on a choisi une pièce de théâtre qui a été montée exprès pour le projet, sur les enjeux de changement climatique et d'adaptation au changement climatique, mais abordée de manière humoristique. Donc, on est sur un temps très, très convivial. Et pour nous, c'est surtout donc une manière de se présenter, une porte d'entrée et le dernier moyen de recruter en fait les citoyens pour les ateliers citoyens, puisque les ateliers ont lieu quelques semaines plus tard, un mois plus tard. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du projet, c'est-à-dire le cycle des 4 ateliers citoyens. Donc, sur chaque territoire, on propose un cycle de 4 ateliers. Avant de rentrer un petit peu plus en détail sur la composition de chaque atelier, il faut savoir qu'il y a déjà une formule gagnante à avoir pour chacun de ces ateliers, c'est-à-dire une équipe avec de la bonne humeur, une animation dynamique et participative, un cadre d'expression sécurisé, c'est-à-dire qu'on proposait à chaque fois un cadre de parole, un buffet, très important le buffet, le moment de convivialité, et une équipe support d'animation, donc qui est représentée aujourd'hui par Annabelle.
Et donc, une fois qu'on avait tous ces éléments réunis, on pouvait se lancer pour ces fameux ateliers. Donc, on a le premier atelier qui avait lieu en soirée, Notre territoire, intitulé ainsi, qui est un peu en fait une opération de séduction. C'est-à-dire que là, le but, c'est de présenter le projet, mais aussi de convaincre les personnes qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils ont ils ont envie de revenir, et voire même revenir accompagner pour le deuxième atelier. Donc, et en passant un message clair, c'est-à-dire que le but de ces ateliers citoyens, c'est qu'à la fin, il y ait un engagement des participants et que ça amène à la création de collectifs. Et donc, pour ce premier atelier, on présente le projet, on présente cette fameuse synthèse du diagnostic du territoire et on fait en sorte qu'il y ait une compréhension des enjeux de la transition énergétique à travers différents jeux. Et puis, on termine avec un grand brainstorming des idées d'action qu'ils souhaitent voir émerger sur leur territoire. Ensuite, on se retrouve un mois plus tard à l'atelier 2. Et là, on reprend les mêmes idées de l'atelier 1, mais on les enrichit, à savoir que souvent, il y a des personnes qui sont pas revenues, mais il y en a d'autres qui sont venues. Donc, il faut représenter le projet, recontextualiser, que chacun fasse connaissance, et à savoir que pour cet atelier-là, on forme des groupes thématiques. Il y a 5 thématiques, une table énergie renouvelable, et puis 4 thématiques sur la sobriété, donc l'alimentation, la mobilité, le logement et la consommation de biens. Et donc là, ils vont travailler en petits groupes thématiques, ils vont reprendre toutes ces idées d'action, les co-construire, les compléter, les trier, les prioriser. Un mois plus tard, on se retrouve pour le 3e atelier qui est un petit peu différent. Celui-ci, il a lieu un samedi matin. Et ce qu'on propose, c'est des témoignages et des visites de terrain, d'initiatives, de porteurs de projets qui existent déjà sur le territoire ou à proximité. Le but, c'est d'inspirer, de montrer qu'il est faisable, qu'il est réaliste et d'inspirer tout simplement les participants, de leur donner envie et de montrer des exemples très concrets avec, encore une fois, l'opportunité de discuter avec des porteurs de projets. Et donc souvent, là, les visites de terrain, il y a une visite sobriété et 3 visites de production d'énergie renouvelable différentes. Une fois qu'ils sont bien boostés pour l'atelier 4, on se retrouve pour le dernier atelier, encore en soirée. Et là, cette fois, ils se mettent en groupe thématique toujours, mais même de pré-projet. C'est-à-dire que entre-temps, il y a eu des projets qui ont été identifiés. Il faut savoir que tout ce qui a été créé lors de l'atelier 1, de l'atelier 2, de l'atelier 3, et ben en fait, tout est présent le jour J. Les supports de travail, tout est présent. Et donc, ils repartent de tout ce qui a été fait pour construire et travailler sur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Et donc, en fait, nous, on leur fournit un ordre du jour. Et en quelque sorte, ils se mettent en situation de première réunion où ils vont essayer de construire un peu plus en détail leur travail, quels sont les points forts de qui peut faire quoi, quelles sont les difficultés, avec qui on doit travailler. Et en fait, notre objectif à l'équipe du LIFE, c'est qu'à la fin de cet atelier-là, ils aient convenu d'une date de réunion, de leur première réunion, en fin de compte, de collectif, et d'un moyen de communication entre eux. Comme ça, nous, on s'assure aussi qu'il y ait quelque chose qui est enclenché. Parce que là, c'est le dernier atelier qui est animé, encadré par toute l'équipe LIFE. Et donc là, se termine le gros morceau des ateliers collectifs, mais des ateliers citoyens. Et une fois qu'on a ces collectifs citoyens, il faut les accompagner. Donc là, c'est plutôt le chargé ou la chargée de mission locale qui va être le premier référent, en fait, si vous voulez, en termes d'accompagnement. Et puis ensuite, l'équipe LIFE, elle est plus en distanciel, c'est-à-dire qu'elle va organiser des webinaires thématiques, elle va encadrer des cafés des projets, ce qu'on appelle café des projets. Donc, c'est un rendez-vous mensuel où tous les collectifs sont conviés de tous les territoires d'expérimentation et pour discuter de leur actualité, difficultés, obstacles, réussites. C'est des guides techniques aussi rédigés, des tutos et parfois des rencontres et ateliers organisés. Et à côté de ça, la 5e étape, 15e ingrédient,
eh bien, si vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied durant les ateliers ou si vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche, eh bien, vous pouvez être aussi formé à devenir facilitateur conversation carbone et lancer des cycles de conversation carbone sur votre territoire. Top. Et donc, du coup, dans la préparation de ce webinaire, ce qu'on s'est dit avec Noémie, c'est qu'avant de revenir sur les collectifs citoyens créés, qui est la question d'après, la question c'est aussi, au démarrage, tu parlais de ces AMI où les territoires qui sont intéressés font appel à vous. Et donc, du coup, en quoi est-ce que ce dispositif Life Let's Go for Climate permet d'accélérer la politique climat pour les collectivités qui répondent? Tout à fait. Alors, d'abord, en termes de résultats, il faut savoir qu'on a eu 53 collectifs citoyens qui ont été créés et actifs à ce jour. Et donc, sur les 16 des territoires d'expérimentation, et ça fait 16 collectifs de production de BNR et 37 collectifs de sobriété. Alors, pourquoi c'est intéressant pour les territoires? D'abord, parce que la méthode, elle associe d'emblée élus et citoyens. Elle propose un cadre de rencontre et de dialogue entre les deux. Et sachant que les élus, ils viennent avec la double casquette à la fois habitants et élus, et que la plupart du temps, eux-mêmes font partie de collectifs. Et en fait, automatiquement, ça facilite l'intégration des collectifs dans la vie du territoire et leur considération auprès des politiques. Et en fait, l'expérience nous a montré que les collectifs, ils peuvent se révéler être un outil à disposition des territoires et ses politiques. Et pour ça, en fait, je vous ai mis un très bel exemple assez récent. Donc là, on est sur le territoire du PETR Pays Loire-Beauce, l'un des premiers territoires d'expérimentation, où à l'issue de ces fameux cycles d'ateliers, il y a eu 4 collectifs citoyens qui ont été créés. Il y a eu En voiture les Simones, qui est un collectif sur le covoiturage. Le collectif Deuxième Vie, qui a pour projet de créer une ressourcerie. Les Alpertes, qui est un collectif de production d'énergie renouvelable. Et enfin, Sensi Carbone, qui est un collectif plus sensibilisation des émissions de gaz à effet de serre avec la méthode des conversations carbone. Et en fait, ce qui est assez innovant sur ce territoire, c'est que les 4 collectifs ont décidé de se monter en une association. Et ce développement s'est très fortement fait en collaboration avec la chargée de mission en charge du projet Life Let's Go for Climate et en charge du PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale. Et en fait, le 28 mars, en soirée, on a été conviés, l'équipe Live, avec les habitants, à une soirée de présentation de l'association et ses activités. Et la rencontre avait pour vocation de partager les réalisations du collectif, de développer les actions futures du collectif, faire grossir les rangs des différents collectifs et avec donc, de l'association. Et puis aussi de voir d'imaginer plutôt les collectifs de demain ou projets qui pourraient être mis en œuvre pour répondre aux objectifs du plan climat. C'est-à-dire que l'animation était faite pour, en partie, le plan climat. Sachant que ce qui a été génial pendant cette soirée-là, moi j'étais présente plus en tant que participante en fin de compte, il y avait tous les ingrédients des ateliers du live, c'est-à-dire une super bonne animation, très dynamique, très bonne humeur, très bonne ambiance, le buffet à la fin, des élus présents. Donc tout était là et ça a très très bien fonctionné. Et à la fin, en fait, tout le monde était gagnant dans le sens où l'association elle est ressortie avec des adhérents en plus, des idées de projets ou des contacts pour faire avancer leur projet. Et puis, le territoire, il est ressorti avec des clés d'analyse, des propositions pour accélérer ces politiques locales en matière de climat. Et donc, en fait, là, c'est un très bel exemple où le collectif a été utilisé un petit peu au service, en fait, de l'intérêt commun et notamment pour le développement et la mise en œuvre de ce plan climat.
Top. Et du coup, est-ce qu'il y a des anecdotes sur lesquelles tu as envie de revenir ou des collectifs enfin, qui ont un intérêt particulier par rapport à tous, aux Alors 53 qui ont été. forcément, parmi les 53, ça a été un petit peu dur d'en choisir quelques-uns, mais on a quand même des pépites avec des réalisations aussi très mesurables. Par exemple, on a le collectif Blois Autopartage qui s'est monté en association. Donc, je rappelle juste qu'à l'origine, derrière cette association, c'est une personne qui a participé à tous les ateliers et qu'au quatrième atelier, qui a pris le micro et qui a dit, ben voilà, moi j'ai un projet d'autopartage que j'ai envie de monter et développer à Blois. Euh, qui est intéressé me suivent en quelque sorte. Et donc, en fait, à l'issue du collectif, à l'issue de l'atelier, il y a un collectif qui s'est monté. Et puis, ils ont grossi de plus en plus à force de participation à des événements, d'animation de stands, de conférences, de réunions avec des élus. Il y a un gros travail derrière de communication, de concertation, pour aussi voir si c'était intéressant, s'il y avait un besoin, s'il y avait en quelque sorte une clientèle derrière ce service-là d'autopartager. Et en fait, ça a très, très bien pris, puisque en juillet dernier, il y a eu la première voiture en autopartagé proposée par un collectif citoyen en région Centre-Val de Loire qui a été installée. Et donc, je vous ai mis quelques chiffres ici pour vous indiquer un petit peu. On a eu donc 50 réservations entre juillet et décembre 2024 et 5157 km parcourus, à savoir qu'il y a eu une deuxième voiture là qui a été installée il y a peu. Et donc là, c'est un très très beau, très très bel exemple d'association qui a émergé. Toujours sur la mobilité, plus cette fois avec le vélo. On est en 2023. Pareil, à l'issue des collectifs, à l'issue des citoyens, des ateliers, je vais y arriver. À l'issue des ateliers citoyens, eh bien, un collectif se montre sur le trajet pour développer le trajet à vélo entre le domicile et l'école. Et donc, organise une journée où les élèves volontaires d'une école se rendent à vélo à l'école. Et donc, tout est organisé, comme vous pouvez le voir, et encadré de manière sécurisée, comme sur les photos. Donc, on part quand même de 2 écoles en 2023, 10 écoles en 2024, et là, ça va être reconduit en 2025 avec 20 écoles. Donc, il y a vraiment une adhésion au niveau de ce projet qui a vraiment pris des grosses proportions, puisque en plus de ça, le collectif a doublé, je dirais, peut-être, puisque plusieurs territoires, c'est des territoires en Touraine, en fait, des territoires d'expérimentation. Le premier territoire, c'était la Tour Métropole, donc un collectif de Tour Métropole. Et puis ensuite, c'est la communauté de communes de Touraine-Est-Vallée. Vous voyez à côté, en fait, avec un nouveau collectif qui s'est créé, et qui a rejoint le collectif existant. Donc, en fait, il y a un réseau qui se crée, il y a des liens qui se font, et c'est ça qui est super intéressant. Après, dernier petit exemple, cette fois sur la thématique de la consommation de biens, on a l'association Besoin d'air qui s'est créée aussi à la suite des ateliers citoyens, où là, d'un côté, il y a un projet de construction d'une ressourcerie, notamment fortement appuyé par la communauté de communes d'Écueillé-Valençay, qui a lancé une étude de faisabilité qui va se terminer à la fin du mois. Mais à côté de ça, l'association propose des boutiques éphémères sur le territoire. Et ces premières boutiques ont eu lieu en avril. Là, pendant 5 jours, ils ont quand même euh, récolté et redonné 400 kilos d'objets. Et là, ils vont reconduire l'initiative en mai, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Et enfin, quand même, un petit mot sur les collectifs d'énergie renouvelable. Donc, on a plusieurs profils dans les énergies renouvelables. Il y en a qui font de l'accompagnement aux particuliers, auprès de particuliers, c'est-à-dire du conseil, des réunions, ils organisent des réunions publiques où ils font le relais d'information. Ils accompagnent l'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture individuelle. Ils se font le relais pour des commandes groupées de panneaux type plug and play.
ou encore là, on va avoir le premier projet d'autoconsommation collective qui va voir le jour. Et ça, c'est très très chouette. Pareil, sur des panneaux photovoltaïques sur toiture, sur une installation, une exploitation maraîchère. Top. Merci Noémie. Est-ce que vous avez des questions ou des félicitations, Pierre? Non, tout le monde, mais je peux pas applaudir du coup. Non, personnellement, je trouve impressionnant en fait, l'atterrissage de tout ça, quoi. Le fait de se dire que c'était un chemin finalement où tout est dans, bah, tu l'as dit, Noémie, comment dire, c'est un chemin, quoi. Faut pas rater une étape, quoi. Faut arriver à ce qu'il n'y ait pas une rupture à un moment dans tes 15 étapes, quoi. À tout moment, il y a une rupture qui peut se passer, une démobilisation, et tout est, j'imagine, tout est parti, quoi. Donc c'est vrai que ce que je trouve que toute la dynamique que tu dis progressive, prendre son temps, mais qu'à un moment, ben voilà, hein, c'est comme un terreau, c'est comme une fleur, quoi. On arrose, on gratte la terre, on fait ceci, et progressivement, ça donne des fleurs. Et puis après, on voit qu'il y a des trucs vachement concrets qui changent la vie des gens, quoi. Moi, dans mon monde à moi, qui est ce monde de l'expérience citoyenne, de l'expérience des citoyens, bah, ce qui compte, c'est changer la vie des citoyens. Et je trouve que ça change la vie à la fois des citoyens qui sont en action, mais ça change plus largement la vie des citoyens qui bénéficient de toutes ces initiatives. Donc, ouais, je suis complètement impressionné. Et on voyait, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, enfin, et Noémie, tu peux compléter, mais on voyait aussi les citoyens qui participaient aux ateliers bah, venir bien évidemment pour la thématique de transition énergétique, mais d'autres qui venaient parce que ça faisait pas longtemps qu'ils habitaient là et en fait, ils voulaient rencontrer des gens. Et en fait, ils ont un point commun tous, c'est cette envie d'améliorer leur cadre de vie en lien avec la transition. Et donc, du coup, bah voilà, il y a des collectifs qui émergent aussi par ça et donc enfin, ça va au-delà de la transition énergétique, j'ai l'impression. Oui, totalement. Oui, pardon, vas-y Nicolas. Ah, non, mais je te laisse compléter, sinon je. Oui, alors simplement pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, euh, nous, on travaille sur un kit de réplicabilité là en ce moment pour justement que d'autres territoires se saisissent de cette méthode-là et l'appliquent, mais à leur manière, c'est-à-dire que parmi ces 15 étapes, nous, c'est la méthode qu'on a mis en place, mais toutes ne sont pas obligatoires, dans le sens où c'est vraiment un petit peu ce qu'on va proposer, nous, à travers ce kit de réplicabilité, c'est une boîte à outils avec en annexe les supports qu'on a utilisés et comment nous, on a vécu avec des recommandations maintenant d'un point de vue un petit peu, avec un peu de recul quand même, avec ces 3 années d'expérimentation. Mais je précise qu'en effet, il y a ces 15 étapes ont fait qu'il y a eu une belle réussite. Mais je pense que, enfin, c'est plus que ce que je pense, c'est plutôt ce qu'on propose, c'est que chacun peut piocher Oui, aussi comme il veut, parce que aussi, il faut savoir qu'on est un projet européen cofinancé par l'Europe, la Commission européenne. Donc, il y a aussi, c'est coordonné par le Conseil régional. Donc, si à un moment donné, une communauté de communes veut pouvoir porter le même type de projet, je pense qu'elle ne pourra pas mettre autant de moyens. Et d'accord. donc, c'est là l'intérêt de ce kit de réplicabilité, c'est de montrer la démarche oui et de dire, OK, prenez aussi, appropriez-vous en fait ce kit de réplicabilité et faites un peu votre recette d'appropriation D'accord. citoyenne. Donc, si ça se trouve, c'est que les ateliers citoyens, c'est que les conversations carbone, même si nous, on a des fortes recommandations sur certains points. D'accord. Merci, Noémie. Ça me fait faire le lien avec deux questions. Un, bah déjà, ce qui est intéressant aussi dans la réplicabilité, c'est la philosophie, c'est-à-dire que c'est. Parce que souvent, quand on fait participer les habitants des territoires, c'est pour recueillir leurs besoins, pour derrière mettre en place une politique publique, alors que là, t'actives de l'initiative et du montage de projets un peu autrement. Donc, je trouve que ça aussi, c'est intéressant de pouvoir le partager avec d'autres types de territoires pour montrer qu'on peut faire participer autrement. Mais j'avais une question sur les gens qui avaient participé. Euh, Est-ce qu'on est sur le TLM toujours les mêmes et c'était déjà des gens au taquet, transition, qui avaient déjà des assos et donc qui montaient autre chose? Ou est-ce qu'on a... Alors, Annabelle a partiellement répondu. Ou est-ce qu'il y avait d'autres qui sont venus et qui ont réussi à s'embarquer aussi
sur ces sujets-là, plus par le prisme cadre de vie que transition écologique, peut-être. Ouais. En fait, on a de tout complètement. On a un territoire où les trois quarts des participants, c'est des participants qui sont déjà dans des assos hyper investis et Ouais. déjà au taquet, entre guillemets, hein, sur les questions de transition écologique. Et on a d'autres territoires, on a des personnes qui sont venues juste parce que, il y avait un événement qui se passait sur leur commune. On leur a dit qu'il y avait un buffet éléments de communication et que ils se sont dit ben je vais pouvoir voir je viens avec mon voisin on va voir ce qui se passe et ça a pris et donc en fait on a un peu de tout, Trop c'est ça bien. qui est intéressant. Et parfois, il y a aussi le volet bah, pour la mobilisation. Enfin, alors non, je remonte dans les ingrédients, mais dans la l'AMI, c'est les élus qui vous répondent souvent. Et donc, du coup, c'est souvent eux la porte d'entrée. Et donc, parfois, dans la mobilisation, bah, on sent qu'il y a les élus des collectivités de l'EPCI, mais parfois, bah, ils sont pratiquement la moitié des participants parce que bah, les citoyens, bah, il faut habiter à côté, ou etc. Quand c'est Châteauroux ou Blois, ou etc., bah, ok. Mais quand c'est des petites communes, bah, tu vois, tu as plus les habitants du village et ceux qui sont à 10, 20, 30, parfois 50 kilomètres parce que c'est un EPCI étendu. Bah, du coup, on n'a pas ce lot de bout et c'est enfin, voilà, c'est ceux qui ont initié la démarche pour la collectivité qui sont là, ce qui est aussi normal. Mais c'est là aussi où ce qui est intéressant dans la démarche que vous avez portée et dans l'introduction, de dire bah, on vient tous avec plusieurs casquettes. Oui, on est élu, mais aussi on est habitant et aussi on est père de famille et donc du coup, parfois on est aussi agriculteur, etc. Et donc du coup, on vient avec les enjeux qu'on connaît avec toutes nos casquettes, quoi. J'aurais une question. Tout à l'heure, c'était plus un commentaire, mais là, c'est une question. Parce qu'en fait, tu as parlé, Noémie, au début du diagnostic qui a été fait. Donc, j'imagine que le diagnostic, il était aussi par territoire. Enfin, il permettait à chaque collectif de se rendre compte de l'état des lieux, d'où on en est sur telle et telle chose, enfin, sur les différents domaines. Euh, Est-ce que, quelque part, après la mise en place de l'ensemble des collectifs et le début d'impact réel, concret sur les choses, on peut faire un retour sur le diagnostic et voir si on a joué sur les bons éléments de diagnostic par rapport au territoire, on va dire. En tout cas, faire un retour d'expérience en s'appuyant sur le diagnostic initial et de voir si oui ou non on a touché les bons endroits. Alors pour le moment c'est un peu tôt, un peu dur parce que il faut savoir qu'un collectif avant son premier projet en fait il y a un an au moins. Oui. Et donc là, on est en ce moment dans une démarche d'évaluation d'impact, et on voit où, ok, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué à D'accord. évaluer, notamment quand il s'agit de collectifs sobriété qui ont, par exemple, un projet là qui me vient de faire en sorte de lister tous les producteurs locaux et de faire une plaquette communicante sur tous les producteurs locaux d'un territoire. Comment on évalue ça? Comment Mm. on évalue l'impact? Mm. Et donc, en fait, on a plein de petits projets comme ça où c'est un peu difficile d'évaluer par rapport, si on reprend le diagnostic présenté et réalisé en début, qui se concentre beaucoup sur la production et la consommation du territoire, c'est un peu compliqué. Mais en effet, pour ce qui est tout ce qui est sur la production d'énergie renouvelable, Mm. là, c'est plus quantifiable et on peut déjà un peu plus se positionner. Mais là, la difficulté, c'est que les projets de production d'énergie renouvelable sont beaucoup plus longs à mettre en place que les projets de sobriété. Quand on organise un événement de sensibilisation, un événement annuel ou mensuel, c'est déjà un petit peu plus simple que la construction d'un collectif citoyen de production d'énergie renouvelable. Mais on a quelques pistes, mais c'est encore en chantier, ouais. D'accord. Mais vous travaillez dessus, ce que j'entends, vous êtes vraiment en train de bosser dessus. Et oui, parce que le but, c'est de montrer quand même les impacts. Mm, bien sûr. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une expérimentation au niveau de l'Europe, en tout cas de l'Union européenne, ce projet. C'est la première expérimentation de ce type, donc on est aussi assez regardé en fin de compte, et Mhm. il faut rendre compte des Ouais, résultats. ouais. Donc Mm. oui, oui, l'évaluation, là, c'est une grosse partie du projet et ce qui reste encore à faire. Merci.
William, et si tu veux bien te présenter. Attends, t'as pas de micro. C'est mieux avec le micro. Mhm. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Hello. excusez-moi Hello. du retard. Donc, William Hamlet, je fais partie du collectif créatif des territoires. Je suis, moi, urbaniste. Et donc, je travaille sur ces questions, effectivement, de transition, d'urbanisme durable. Et puis, avec l'enjeu que porte le collectif d'impliquer les citoyens, les parties prenantes dans ces démarches. Donc, voilà. Et je suis basé, moi, dans le sud-ouest. Je suis à Biarritz actuellement. J'avais une question. Enfin, d'abord, merci, hein, parce que c'est effectivement assez intéressant comme démarche dans la méthode d'implication. Je me pose la question, et ça a été dit un peu de l'enjeu, une fois qu'a été construite la dynamique d'émergence d'idées, d'initiatives collectives, c'est comment on les concrétise et on les accompagne dans le temps. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois le dispositif entre guillemets, là, des 15 étapes finies. Voilà, que représente la part justement de soutien des initiatives qui émergeraient? Est-ce que c'est vous qui poursuivez ce soutien ou après c'est plutôt les EPCI, on va dire, qui prennent le relais? Voilà, comment ça se passe, notamment dans la structuration, avec une petite question intermédiaire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de création finalement d'entités, quelles qu'elles soient, associatives ou autres? À l'issue ou c'est finalement elles prennent appui sur des structures déjà existantes? Alors, plusieurs choses pour la suite. Pour le moment, c'est en cours de construction sur la poursuite du live ou en tout cas la poursuite de l'accompagnement. Il y a tout un travail qui est en cours de construction là, de voir qui prend le relais ou comment, sachant que le projet se termine en juin pour le moment. Donc ça veut dire que l'équipe live n'existera plus après. Donc en effet, c'est un gros enjeu maintenant, c'est une priorité d'identifier qui prend le relais. Les territoires, bien sûr, d'expérimentation sont forcément en première ligne. Donc, nous, ce qui est prévu par contre, c'est une identification pour le moment des acteurs relais ou experts d'accompagnement, notamment par département, donc type Ligue de l'enseignement ou structure de financement type France Active, etc. Donc, ce qui est prévu dans le projet à l'heure actuelle, c'est une identification des acteurs relais et experts d'accompagnement. Et ce qui est en cours de construction, c'est OK, concrètement, on a lancé une super dynamique en région. On a le fruit qui est tous ces collectifs-là qui ont vraiment pris et qui ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils ont participé à nos ateliers. Maintenant qu'ils sont prêts et partants, comment on fait pour faire en sorte qu'ils continuent à se développer? Et donc là, c'est la question qui est en ce moment au cœur du projet pour la poursuite du live. Et ensuite, l'autre point, de quoi il s'agissait déjà? C'était la structuration. Est-ce qu'il y a eu Ah beaucoup oui, d'émergence de la nouvelles... structuration, et ben là, on a un petit peu de tout. C'est-à-dire que parfois, on a des personnes qui n'ont pas du tout envie de se monter en association et qui restent collectifs. Et dans auquel cas, souvent, ils rejoignent en fait une association déjà existante, notamment très utile pour les demandes de subventions ou autres. Et sinon, ils se montent en effet en association. Mais c'est pas automatique. Et nous, on n'est pas là pour pousser à chaque fois et se dire il faut absolument se monter en association. Non, déjà, c'est étant donné que, encore une fois, c'est du 100% bénévole, on n'impose rien du tout. On donne plutôt des lignes directives, des directives, des conseils, et surtout on se fait le relais d'acteurs sur le territoire. Juste avant Léana, je crois qu'il y avait Guillaume qui avait levé la main physiquement, mais pas virtuellement. Et après, Oui, oui, vas-y. je cherchais comment lever la main sur Zoom, mais peu importe. Oui, toujours dans la. Bah, merci pour cette présentation. Je suis aussi impressionné par l'ampleur qu'a pris la méthode. Donc, c'est chouette de voir autant d'initiatives autour d'une même méthode. Donc, bravo. Dans la même veine que les questions de William, j'avais une question sur la part de diagnostic et la découverte
de démarches déjà existantes sur les territoires, est-ce que ça a permis aussi de valoriser des choses qui existaient déjà ou vous étiez vraiment dans la démarche de conception de nouveaux projets? Donc, est-ce Alors, que très bonne parmi les projets... question. Ouais. Très bonne question, Oui. puisque il faut savoir que cette méthode, elle a aussi évolué en fonction, enfin, au fil des années, et notamment sur la partie animation des ateliers citoyens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait la même entre la première année d'expérimentation et la troisième année d'expérimentation. Et pour cette troisième année, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que cette partie-là de diagnostic, d'identification de ce qui existe déjà a été incorporée dans l'animation. C'est-à-dire que nous, on a fait ce petit travail d'identification des initiatives, mais il a été aussi proposé le jour J, lors des ateliers, notamment à l'atelier 1, on avait une carte du territoire et c'était aussi aux habitants de dire oui, mais moi je connais la petite épicerie à côté de chez moi, épicerie solidaire, et sinon, moi je connais, il y a mon voisin, il fait ça. Et en fait, ce qui a été génial, c'est qu'à un moment donné, Annabelle, je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur un des territoires, deux personnes à une même table, enfin en tout cas pendant cette phase de restitution sur les initiatives existantes et celles qu'on voulait déjà et celles qu'on voulait développer, et à un moment donné, il y a une personne qui a découvert qu'il y avait une épicerie solidaire à côté de chez elle et en fait, il y avait, enfin, les habitants, ils étaient juste pas au courant, quoi. Hmm. Dans une espèce de yourte et en fait, il y avait la présidente de l'association qui était présente. Hmm. Il y a eu ça, et Et il y a eu, alors du coup, l'année d'avant, où c'était pas Noémie, c'était Juliette à la région, où du coup, il y a eu un PETR qui a exposé, enfin, qui a pas exposé, mais ça, qui a exposé les projets en cours, dont le PCAET, mais aussi le projet d'alimentation territoriale, le PAT, et où du coup, le groupe qui travaillait sur l'alimentation a dit, alors au dernier atelier, OK, nous, on a compris ce qui s'est dit depuis 4 ateliers ici, mais maintenant, on a besoin de mieux comprendre les besoins de la commune et la politique, enfin de la commune, du PETR. Et donc, du coup, notre première étape de collectif, c'est d'avoir une réunion avec vous pour que vous nous expliquiez ce qui a déjà été mis en œuvre et là où vous voulez aller et du coup, comment on est plus utile possible. Donc, il y a vraiment ce lien qui se fait parfois, de présenter les projets portés par les communes et EPCI, mais du coup aussi de sortir dedans, quoi. Léana, et après Pierre. Oui, bonjour, enchantée. Je suis Liana, stagiaire à Saint-Malo Agglomération, chargée de concertation publique dans le cadre de la révision de notre plan climat depuis le mois dernier. Et je suis aussi étudiante en innovation durable par le design à l'ENSI. La méthode m'intéresse très fortement et je me demande si ça pourrait nous informer sur un sujet précis, c'est que sur notre territoire, les collectifs citoyens ont échoué récemment, certains, parce que les citoyens avaient plein d'idées, mais les équipes municipales ne pouvaient pas financer ces idées. Donc, sans financement, les idées ne voyaient pas le jour. Si j'ai compris, votre solution, la solution trouvée par les citoyens dans votre cadre, c'est de monter une association et de demander des subventions. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut proposer? alors, merci. Euh, En fait, on s'est rendu compte, et les collectifs se sont rendus compte aussi qu'il y avait plein de projets qui pouvaient se faire sans demande de subvention, parfois. Et puis, en effet, donc nous, dans le cadre du projet, on n'a pas une enveloppe pour financer ces collectifs-là, mais par contre, on connaît les subventions en cours, les dispositifs de financement participatif aussi. Et donc, nous, on fait surtout beaucoup le relais de ce qui existe déjà en matière et on est en appui, en soutien pour les demandes de subventions. Mais il faut bien se dire que il y a plein de projets qui se sont faits aussi sans demande de subvention.
Je reprends l'exemple de l'inventaire de producteurs locaux. Pas besoin de faire une demande de subvention. Et en fait, il y a plein de petites initiatives comme ça qui sont tout aussi intéressantes, euh, peut-être un peu moins communiquées par rapport à des associations comme Bloc Autopartage ou quoi, il y a une voiture qui est mise en autopartage et oh, il y en a une deuxième, c'est incroyable, parce que c'est incroyable. Mais et pour le coup, là non plus, ils ont eu zéro aide financière Ah oui. puisque, en fait, ils sont passés par une plateforme déjà existante, Cities, qui est coopérative, et en fait, ils prennent tout en charge. Vu qu'il y avait des personnes derrière qui payent le service, en fait, et qui sont volontaires, ils avaient juste besoin d'un nombre d'adhérents minimum, il me semble, et après, la Oui. machine est lancée. Et aujourd'hui, le collectif, il fait juste de la communication, de la prévention, de la sensibilisation sur de l'autopartager, mais c'est tout. Donc, en fait, il existe des solutions où parfois, ben, il n'y a pas besoin de demande de subvention. Il me semble qu'à Blois, ça a commencé par une conférence où il y a eu 100 participants, dont le chargé à la mobilité de la communauté de communes. Mais au début, rien ne laissait supposer que quelque chose verrait le jour. Et je sais qu'on en avait parlé avec Raphaël d'Énergie Partagée, qui est un des partenaires de la région sur le projet. Il a expliqué qu'à Dijon, en fait, il y avait, donc, qui n'est pas dans la région, n'est-ce pas? Mais ils expliquaient que c'était l'aglo qui avait mis en autopartage la moitié de sa flotte parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait 50% des véhicules qui étaient pas utilisés. Donc, en fait, avec les ressources qui sont déjà disponibles, il y a déjà pas mal de choses à exploiter. D'accord, c'est un apport très enrichissant. Merci beaucoup. Et simplement, Léana, si jamais tu es intéressée pour en savoir un peu plus sur la démarche, et pas que Léana, tous d'ailleurs et toutes, ce jeudi, on organise un webinaire de présentation de ce fameux kit de réplicabilité et comment les territoires peuvent se saisir de cette méthode et en quoi ils peuvent répliquer la méthode. Et donc, on propose une session de présentation de ce fameux kit avec un déroulé sur les outils et présentation, en tout cas, de ce kit qui aura lieu donc, jeudi de 14 à 17. Et c'est le lien qui apparaît dans le diaporama un peu plus tôt sur la slide, je ne me rappelle plus. Avec les conversations carbone, non? Oui, voilà, c'est ça, c'est le lien. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, là, c'est l'occasion, notamment pour les territoires, si vous êtes intéressé par la démarche, pour aller un petit peu plus loin. C'est très intéressant. Et est-ce que ce sera enregistré? Parce que là, je risque d'être prise sur ce créneau. Il me semble que oui. D'accord, merci. Et sinon, est-ce que je peux avoir un mail au besoin, je peux transférer des informations Avec plaisir. voilà, dans le chat. Et désolée pour ma caméra, elle ne fonctionne pas. Sinon, j'aurais fait un coucou. Pierre? Moi, c'est une petite question, comme il reste pas beaucoup de temps, tu peux y répondre certainement très, très rapidement. J'ai vu qu'en 2023, tu as été chargé d'études d'impact et anticipation du changement climatique dans les Jawadou Hills en Inde. Et donc, en gros, je suis curieux de me dire, est-ce que l'engagement des citoyens en Inde est plus fort ou moins fort que l'engagement des citoyens en France? Voilà, je te dis, ça peut être court ou long la réponse, hein, c'est toi qui Ouh choisis. là là, ça va être dur de faire court. Contexte totalement différent, incomparable. Voilà ma réponse. C'est Incomparable. incomparable. Ouais. Parce que même la notion de changement climatique telle qu'on l'entend en France, la représentation que chacun se fait du changement climatique entre la France et l'Inde, sachant que j'étais dans un territoire isolé, rural, et qu'il y avait double barrière de la langue entre français, anglais, anglais-tamil, fait que c'est compliqué. Mais ce que je peux dire, c'est que, donc en effet, j'ai vécu là-bas pendant 4 mois, 4-5 mois sur place. Et en fait, j'ai travaillé avec une association locale d'aide au développement qui travaille énormément avec la population locale dans l'optique d'améliorer les conditions de vie, et là, en particulier, des agriculteurs et agricultrices.
Et donc, en fait, ils utilisent énormément d'outils collaboratifs euh, qui s'appelle PRA, donc Appraisal Participatory Reward. Désolée pour mon accent. En fait, des méthodes participatives de travail, en quelque sorte, pour comprendre les représentations et comprendre l'impact, les problèmes rencontrés par les locaux et co-construire D'accord. les solutions. Il y a des initiatives de ce type. Merci, merci beaucoup, Noémie. T'as encore le temps pour 2 questions, Noémie? Oui. Allez, William et Anastasia. Un peu dans la continuité de cette question, un peu de pédagogie et d'approche culturelle, ouais, ça m'intéresse de savoir aussi comment s'est passé finalement le travail pédagogique que vous aviez aussi du coup à faire sur les enjeux de transition et un peu la nature des débats. Est-ce que voilà, par rapport au processus d'accompagnement que vous proposiez, est-ce que voilà, voilà, comment ça a bien fonctionné ou est-ce qu'il y a encore des sujets sur la bonne appropriation des enjeux de transition? Ouais, je pense que la méthode a encore matière à s'améliorer. Euh, mais ça a été, enfin, le contenu et la méthode d'approche, en tout cas, a évolué. Ce que j'ai pu voir, et là, pour le coup, Annabelle peut-être pourra en dire un peu plus, parce que c'est vrai que moi, j'ai expérimenté le projet cette dernière année. Elle a 2 ans, elle, d'expérience du projet. Mais ce que j'ai pu voir, vu que j'ai adapté la méthode, notamment les outils utilisés, les jeux utilisés pour une meilleure compréhension, mais ça passe par la phase de test en fait. On testait la méthode, on testait les déroulés, on faisait le point sur OK, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la finalité. Le but de chaque atelier est très important de là où on veut les emmener. Sachant on a essayé d'avoir toujours en tête OK, il faut pas brusquer, il faut pas, il faut que ça soit digérable par le plus grand nombre. Il faut que ça reste convivial, il faut que ça se passe enfin, encore une fois, on est dans une opération séduction, donc il y avait tout ça qui était un petit peu en jeu. Et il s'agissait de pas trop alourdir aussi le contenu, mais tout en apportant quand même un contenu scientifique, des données, notamment sur le diagnostic. Et donc, d'où le fait qu'on a utilisé aussi beaucoup de supports et des choses très interactives. Le but étant de laisser faire aussi, quand je repense au grand brainstorming, aux travaux de co-construction, où en fait c'est beaucoup d'expression. Expression de, OK, moi je voudrais voir si, ou pourquoi pas on pourrait faire ça, et de la discussion. C'est un grand cas de discussion en fin de compte qu'on a proposé. Annabelle, je te laisse me compléter si tu vois autre chose aussi. En saison 2, le diagnostic était beaucoup moins présenté. Et limite, on te montrait un cahier en disant bah, vous l'avez sur la table. Mais en fait, comme après, tu as 1 heure et demie ou 2 d'animation, bah, personne s'en saisit. Enfin, je sais que moi, à ma table, la première saison, il y a une mère de famille qui l'a regardé et qui a dit bah, pourquoi on ne l'utilise pas. Et on leur a dit bah, vous inquiétez pas. Parce que aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'entre les ateliers, Noémie, elle restitue tous les ateliers aux participants. Donc, il y a quand même un lien qui se fait quand même dans le mois entre les ateliers. Et donc, du coup, les données sont partagées, mais il faut avoir envie de s'y intéresser. Alors que là, le changement cette année, c'était la présentation du diagnostic par Noémie. Et nous, ce qu'on aurait aimé, mais qu'on n'a pas encore expérimenté dans l'année, c'était avoir ce lien entre des objectifs, par exemple, où on se dit, bah, je crois, alors tu me corriges, hein, Noémie, mais il me semble que c'est avec le PCAET, on se dit qu'on pourrait être à tant de pourcentage d'énergie renouvelable produite sur le PCI en 2030. Et où du coup, bah, on ne va pas vérifier, comme on disait tout à l'heure, qu'on y sera bien. Mais du coup, par rapport à cet objectif, bah, on ne redescend pas au niveau des besoins des gens qui sont présents en se disant, bon, bah, ok, est-ce que c'est vraiment ce dont on a envie, besoin, ou est-ce qu'on va se prioriser sur, j'en sais rien, l'alimentation, etc. Et donc, du coup, il y a cette étape peut-être qui manque un peu. Mais ce qui est chouette, c'est que par contre, bah, ils montent en compétences pour certains sur ce qui est une énergie renouvelable, non renouvelable, carbonée, enfin, peu carbonée, etc. Et où du coup, même ça a évolué et un peu. Ouais, Nicolas, j'imagine que tu te souviens de la mission avec la Poste, mais c'est un peu le même truc de se dire, bah, on transmet des choses et on vous met pas dans une posture, ah, vous êtes nul ou vous savez pas. C'est, ah, ok, bah là, on l'a fait ensemble
et on va un cran plus loin et c'est ça qui est chouette, quoi, d'être toujours dans une posture de jeu apprenant et de convivialité, quoi. Anastasia? Ouais, merci. Merci beaucoup déjà pour la présentation. Je vais essayer de... J'ai une petite question, enfin, bon, d'accord, une double question d'abord pour savoir si ces diagnostics qui n'étaient pas toujours utilisés pendant des hôteliers, s'ils sont disponibles. Et pareil, dans cette logique enfin, comment dire, de fabrication de communs, sachant que combien c'était 37 collectifs de sobriété, 16 collectifs de énergie et de travail sur l'énergie renouvelable, ils ont produit sous une ou autre forme, association, collectif, en fait, ils travaillent sur des solutions qui sont sans doute concrétisées et très, enfin, reliées au territoire où ils sont. Est-ce qu'il y a un moyen, enfin, derrière, vous imaginez de les lister, ou, enfin, pour aider en fait les nouveaux, pour les collectifs qui se forment, de rapidement parcourir par sujet, je ne sais pas si je m'intéresse à un sujet très concret voilà, de deuxième vie des objets, quelles sont des solutions en plus que le marché propose, quelles sont déjà les solutions que propose le marché, enfin, je sais pas, faire une sorte de bibliothèque, des choses qui marchent et qui inspirent, ou bien que ça existe déjà, et peut-être j'ai mal écouté. Merci. Donc ça, c'est pour le cadre, dans le cadre des ateliers. Mm. Non, c'est suite en fait de l'accompagnement Ah, d'accord. tu vois, de réplication, réplicabilité et capitalisation sur ce que vous avez déjà fait, parce que vous avez créé des collectifs, qu'ils ont créé des solutions. Mm. En fait, peut-être il y a des solutions qui ont été jamais pensées Mm, avant mm, mm, et qui méritent d'être listées quelque part. mm, 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 mm. Alors, nous, on ne l'a pas fait en dehors du diagnostic, de cette phase diagnostic. De ce qui existe déjà. Voilà, sachant diagnostic non exhaustif. Je précise quand même Mhm. bien il était pas exhaustif parce que on a mis cette étape-là cette année, on l'a expérimenté cette année et au début, enfin, moi en tout cas, j'ai eu du mal à identifier le cadre de ces initiatives et poser des limites ou non à ces initiatives, c'est-à-dire qui est émetteur de ces initiatives, est-ce qu'on liste que les initiatives portées par des citoyens ou est-ce qu'on prend aussi ceux d'une entreprise qui rentre dans le sujet, ceux de la Mhm. Comcom ou autres territoires? Donc, voilà, j'ouvre et je ferme cette parenthèse. Donc, il y a eu déjà une première difficulté à ce stade-là. Et après, on n'a pas fait ce travail, non, de listing de toutes ces initiatives existantes, mais ça pourrait être fait. Et en fait, en fin de compte, enfin, ça émet pas de nous coordinateurs, mais par contre, Mhm. souvent, c'est les collectifs, c'est un peu dans leurs premières étapes de se dire, OK, qu'est-ce qui existe déjà? En quoi est-ce qu'on est complémentaire? Est-ce qu'on n'est pas complémentaire? D'où l'intérêt aussi de travailler avec le territoire, en collaboration avec le territoire, parce que à l'échelle la plus locale, l'échelon local, ils sont davantage en capacité de dire, nous, on est au courant de ce qui se passe sur le territoire et on sait qu'il y a ça, 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 ça. Peut-être qu'il y a une opportunité pour monter en effet une ressourcerie, mais qu'un Repair Café, en fait, il y en a déjà un. Et donc, dans ce sens-là, ça se fait un petit peu, en fait, ça se fait naturellement dans le montage et le développement des collectifs au début, souvent, de leur développement. Et si je dis pas de bêtises, il y a le collectif Solucratie qui a listé pas mal d'initiatives dans toute la France avec une carte interactive et il me semble, enfin je sais qu'il y a plusieurs catégories, mais enfin tu vois il y a aussi bien démocratie locale Mhm. que alors pas ressourcerie mais que réemploi etc. Il me semble qu'il y a des choses comme ça qui sont Mais oui, par contre, il y a déjà beaucoup de réseaux existants, hein, des têtes de réseau. Enfin, je pense à la FNE qui a déjà aussi une carte interactive des solutions. Nous, on a enfin, en région Centre-Val de Loire, il y a une association qui s'appelle la Ville au Carré qui a mis en place la part citoyenne, qui est un outil collaboratif qui met au service des citoyens
en termes d'initiative, en tout cas citoyenne, et qui aussi propose une carte interactive. Donc le but aussi, à mon avis, n'était pas de reproduire, refaire quelque chose, mais de voir déjà, de faire le relais, encore une fois, de ce qui est déjà existant. Ok, merci. Bon, bah, génial. Merci beaucoup.